Anton Eftimovici, qui est psychiatre et chef de clinique sur le pôle Pépite et qui travaille au CIGED. Il va nous présenter ses travaux sur l'asynchronisme de maturation cérébrale et la prédiction de la psychose. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de vous présenter un de mes résultats de travail de thèse que j'ai fait à la fois à Neurospin sous la direction d'Edouard Duchesnay, à l'INSERM sous la direction de Mario Dilkrebs. Donc je suis effectivement psychiatre, chef de clinique à Pépite, où je vois à la fois des patients avec des symptômes débutants et en même temps des patients avec des maladies rares à expression psychiatrique. Là, c'est un sujet qui est un peu différent de ce que vous avez vu avant. Là, on se concentre plus sur vraiment la neuroimagerie. Alors, pourquoi on regarde la neuroimagerie ? Parce que les interactions complexes qui existent entre une vulnérabilité génétique d'une part et des facteurs environnementaux de l'autre, donc ceux que vous connaissez bien, l'adversité sociale, le fait de vivre dans un environnement urbain, le fait de fumer du cannabis, vont converger vers une voie de stress biologique qui, au niveau cellulaire, peut donner du stress oxydatif, il peut y avoir un stress hormonal, bref, ça va perturber le mode de fonctionnement du cerveau. Et on postule qu'il serait possible d'identifier ça au niveau neuroanatomique. L'idée, c'est toujours la même, c'est qu'on sait que l'émergence de la psychose se fait de manière progressive, qu'on peut identifier des symptômes atténués initialement, voire des symptômes de base un peu avant. Et chez ces patients à risque, est-ce qu'il est possible de prédire l'évolution ? Et un modèle particulier et important pour nous, c'est cette idée d'interaction gène-environnement dans une fenêtre de vulnérabilité spécifique qui est celle de l'adolescence. On sait que le cerveau, sa structure et sa fonction évoluent au cours du temps. Et donc, on postule que peut-être à partir de modifications fines qu'on identifierait en neuroimagerie, on pourrait cibler les patients qui seraient plus à risque de transiter. Alors déjà, dans une approche un peu plus grossière, on a regardé sur les 20 dernières années tous les cas un peu rares de maladies avec une atteinte neurologique qui sont associés à une première présentation psychotique. Donc c'est la psychose qui est au premier plan dans ce genre de cas. On a juste fait une sorte de dictionnaire, hein, c'est une énumération des cas, où on voit qu'il y a énormément de régions dont la perturbation isolée est associée à la psychose. C'est juste associé, on ne sait pas si c'est une comorbidité, on ne sait pas si c'est ça vraiment la cause. Dans certains cas, on le sait parce qu'il y a eu une opération neurochirurgicale, ils ont enlevé telle tumeur et la psychose a disparu. Mais c'est juste pour dire que de manière assez grossière, les manifestations qu'on trouve dans des maladies rares sont assez, peuvent nous éclairer sur ce qui se passe dans des situations fréquentes, parce que déjà, elles montrent que n'importe quelle région du cerveau peut être associée à un risque de psychose, et que donc, il ne faut plus avoir une approche phrénologique où on cherche telle région pour expliquer telle maladie, mais plutôt avoir bien en tête que c'est une combinaison complexe de l'ensemble du réseau cérébral qui joue. Alors, si on regarde maintenant dans la situation fréquente du premier épisode psychotique ou des patients à risque de psychose et qu'on compare, donc on peut comparer beaucoup de patients à ultra haut risque de psychose qui ne transitent pas au bout d'un an ou deux à beaucoup de patients à ultra haut risque qui vont transiter. En faisant ce genre de comparaison cas témoin, on va trouver des régions qui sont différentes en termes d'épaisseur corticale ou en termes de surface. À quel point est-ce que c'est pertinent de faire ce genre de démarche ? Eh ben, ça ne l'est pas énormément. Parce que les tailles d'effet, il faut toujours regarder les tailles d'effet dans ce genre d'études cas témoins. Et les tailles d'effet sont très faibles. Elles sont autour de 0, entre 0 et 0,1. C'est pas énorme. Et c'est un peu ce qu'on a aussi en génétique, vous voyez, dans les études d'association entre des polymorphismes nucléotidiques et une maladie, quand on fait des études cas témoins, parce qu'on a énormément de sujets, on a une grande puissance pour trouver quelque chose de très significatif. Mais c'est très significatif à l'échelle de la population, mais ça ne sert à rien à l'échelle d'un individu. C'est la situation en A, là, à gauche. Ça, c'est la situation biologique la plus classique. Donc, on mesure le cholestérol, l'hypertension, le QI. Entre deux groupes, vous allez voir une distribution comme ça, où il y aura peut-être une différence de moyenne entre les groupes, mais au sein de chaque groupe, il y aura une telle hétérogénéité qu'à l'échelle d'un individu, ça ne servira à rien. Donc les GWAS ne servent à rien pour le moment. Les études en imagerie cas témoin ne servent à rien pour le moment. Et donc, l'idée, quand on fait ce genre d'études cas témoin, c'est qu'on espère être dans la situation C, par exemple, où on se dit il y a non seulement une différence très significative, mais en plus, il y a une différence de taille d'effet énorme où,
quand on a la mesure d'un sujet dans un groupe, on pourra vraiment le distinguer des sujets dans l'autre groupe. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il peut y avoir aussi peut-être la situation B, où quand on fait la moyenne entre les deux groupes où il n'y a aucune différence statistique, mais la distribution est telle qu'en réalité, on pourrait vraiment classifier les sujets. Donc ça, déjà, il faut avoir en tête cette idée que pour des pathologies aussi fréquentes que la psychose, l'émergence de la psychose, que n'importe quelle maladie psychiatrique, les études cas témoins ne sont pas très utiles. Sont utiles pour des épidémiologues à grande échelle, quoi. Mais quand on veut avoir une approche personnalisée, c'est pas efficace. Et donc il faut chercher d'autres stratégies. Une des stratégies, c'est celle que je vais vous présenter là d'apprentissage supervisé, de machine learning. Il y a d'autres stratégies qui sont les modèles normatifs. Vous savez, il y a les courbes de croissance dans les carnets de santé. Et donc on sait comment varie la population en général, et on peut prendre un nouveau sujet, prend son périmètre crânien, sa taille, son poids, et on voit où il se situe par rapport à ces modèles normatifs. Et là, on peut, en tenant compte de cette variabilité générale, voir où se trouve le sujet, identifier si oui ou non il y a une variation qui est un peu anormale. Mais ça, je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais je pense que c'est un peu l'approche à avoir pour l'avenir en termes de médecine personnalisée. Alors, quand je vous parle d'apprentissage supervisé, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? J'ai fait cette petite diapo pour expliquer les choses de la manière la plus claire possible. Donc, on a des coupes d'imagerie. Donc, imaginez ça, mais en 3 dimensions. Donc, ça, c'est un cerveau qui est coupé, avec des intensités de gris et de blanc. Donc, les intensités de gris correspondent aux neurones. Les intensités de gris correspondent aux zones myélinisées, à la substance blanche qui permettent la communication entre les neurones. Et on va le découper. Par exemple, on peut le découper en petits cubes. On aurait pu le découper autrement. On aurait pu identifier des régions, on aurait pu regarder les sillons, on aurait pu regarder plein de choses. Là, on regarde des petits cubes de 1 mm3, donc 1 mm sur 1 mm sur 1 mm. Et chaque petit cube va correspondre à une région particulière où il y a un rapport entre la densité de gris et la densité de blanc. Et ensuite, on va prendre ces petits cubes et on va les aligner. Donc chaque sujet va être défini comme un alignement de tous les cubes du cerveau. Et on saura qu'à telle position dans cet alignement correspond telle région du cerveau. Et la valeur qu'il y a dans le cube, c'est la valeur d'intensité de gris. Okay, donc on fait ça pour tous les sujets. On a comme une sorte de tableau, ce qu'on appelle une matrice, où en rangée, on a le nombre de sujets. Et en colonne, on a chaque région ou chaque petit cube pour chaque sujet. Et la question qu'on se pose, c'est de connaître l'importance de chacune des colonnes, puisqu'une colonne correspond à une région, pour classifier, pour prédire le risque de psychose, par exemple, à quel point une variation de matière grise dans une région particulière du cerveau est pertinente. Donc, par exemple, si je prenais un petit cube à l'extérieur du cerveau, ça ne nous apporte aucune information notable, puisque c'est à l'extérieur du cerveau. Donc l'importance serait 0, et on mettrait une pondération, un poids 0. Les pondérations, c'est ça, c'est des poids qu'on attribue à chaque région du cerveau, qui indique à quel point cette région est importante. Donc, pour la colonne 1, c'est bêta 1 en rouge là. Donc, si je dis que cette région-là ne sert à rien, je vais mettre un poids à 0 et ça va l'annuler, cette variable-là. Cette région ne va pas m'aider à classifier. Donc, l'idée, c'est ça. Je donne plein de séquences d'imagerie à mon algorithme. Je lui donne en sortie un statut clinique à prédire. Et ce que j'en sors, c'est une carte de pondération, c'est une carte d'importance des régions qui contribuent à prédire la psychose. Il faut imaginer ça comme un calque, en fait. Donc je mets tous les cerveaux dans un calque en 3 dimensions, et dans ce calque-là, il y aura des régions qui sont toutes grises, pas colorées, qui indiquent les régions dont je n'ai pas besoin pour classifier. Il y aura des régions en rouge qui indiquent que lorsqu'il y a plus, mettons, plus de matière grise dans ces régions, il y a un risque plus élevé de faire une psychose, et des régions en bleu, mettons, c'est juste une définition, où lorsqu'il y a moins de matière grise dans cette région, il y a plus de risques. Donc, la couleur indique la pondération qu'on va attribuer pour faire cette classification. Mais attention à ce qu'on appelle le surapprentissage. Faire ça pour un algorithme, c'est banal. Il y a une infinité de solutions, parce que lorsqu'il y a plus de variables que de sujets, il y a une infinité de solutions. C'est vraiment ce qu'on apprend à l'école, hein, quand on a 3 inconnus et que 2 équations, on ne va pas pouvoir le résoudre parce qu'on ne va pas pouvoir fixer la solution. Il y en aura toujours trop. Et quand on découpe un cerveau comme ça en petits cubes, il y en a 100 000, 150 000, voilà.
Et donc beaucoup plus que le nombre de sujets qu'on a. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur 82 sujets, donc c'est vraiment très peu par rapport au nombre de variables. Donc comment faire pour éviter que la solution qui soit trouvée par l'algorithme ne soit pas trop spécifique? Parce que si elle est trop spécifique à ma cohorte, je ne vais pas pouvoir la répliquer ailleurs. L'algorithme va prendre en compte une variabilité qui est inhérente à cette cohorte, qui est liée à du bruit. Ça peut être du bruit physiologique lié à l'âge ou au sexe, par exemple, mais qui ne sera pas spécifique à la physiopathologie. Et donc, en l'appliquant à une autre cohorte, ça ne marchera pas du tout. Donc, je vous montre un autre exemple pour que les choses soient peut-être un peu plus claires. Regardez juste, désolé, ça a mal... à gauche, vous avez 6 points. C'est les petits points noirs là, que vous voyez peut-être pas. Est-ce qu'on voit pas ma souris? Bon. Il y a 6 points noirs et il y a une courbe bleue qui passe à travers les 6 points. Et cette courbe bleue passe exactement à travers. Donc on se dit, c'est super, c'est un modèle qui prend en compte exactement la distribution de ces points. Mais imaginez qu'on en bouge juste un de ces 6 points. La courbe bleue ne va plus du tout modéliser correctement la distribution de ces points. Si à l'envers, on prend la courbe avec des petits pointillés qui est juste une ligne droite, qui est une régression, effectivement, elle ne modélise pas aussi bien la distribution des points, mais si jamais on en bouge un, la valeur de ce modèle restera stable d'un groupe à l'autre. Donc l'idée, en quelque sorte, c'est de se dire, je vais forcer mon algorithme de machine learning à faire un certain degré d'erreur pour que la prédiction qui en ressorte reste malgré tout stable d'une cohorte à l'autre. Voilà, une autre manière de voir les choses. J'ai un groupe de points, je ne sais pas quoi en faire. Soit je trouve une manière, d'une manière un peu objective de les identifier, soit j'invente n'importe quoi. Et on peut toujours inventer n'importe quoi pour classer correctement. Hein. Classer correctement entre deux groupes, ce n'est pas compliqué. Il y a des limites à ça. Les premières études sur la prédiction de la psychose, elles datent de 2009 en fait. Elles ont été publiées dans une grande revue qui était l'ancêtre du JAMA. Et l'auteur principal de cette étude réussissait à identifier, à prédire correctement, à plus de 9 fois sur 10 correctement, qui parmi des sujets sains ou des ultra hauts risques allaient transiter vers la psychose. C'est quand même dingue, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, il disait sur des sujets qui ont des symptômes assez minimes et assez atténués, il ne se trompait pas en disant « toi tu vas transiter, toi tu ne vas pas transiter ». Un degré de précision inégalé et incroyable et qui d'ailleurs n'a jamais été reproduit depuis. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait un surapprentissage en fait majeur et je pense qu'en 2009-2010, quand on publiait des articles sur du machine learning en psychiatrie, les reviewers connaissaient pas vraiment ça, alors que maintenant il y a des statisticiens qui nous corrigent et qui nous disent quand on fait n'importe quoi. Et donc vous voyez, ce que vous voyez sur cette image, c'est en abscisse le nombre d'années, le temps, de 2004 à maintenant, à 2020. Et en ordonnée, vous avez la capacité de prédiction correcte pour des algorithmes pour prédire la transition psychotique. Et il y a un effondrement qui est assez évident, qui va avec le temps, qui va avec le fait qu'on apprend à mieux ajuster sur ce surapprentissage qui donnait des résultats trop optimistes. En même temps, on a des cohortes de plus en plus grosses. La taille du cercle correspond à la taille de la cohorte sur laquelle le machine learning a été fait. On voit que plus la cohorte grossit, plus il y a de l'hétérogénéité. En réalité, moins l'algorithme fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est une des limites principales. Et ces limites-là, elles sont expliquées d'une part, comme je disais, par l'effet de la taille de l'échantillon, et d'autre part par le fait que finalement, quand on obtient un prédicteur de psychose, on ne sait pas, comme il n'est pas interprétable à la base, on ne sait pas si ce n'est pas vraiment finalement le bruit qu'on prédit, juste par hasard entre mes deux groupes, il y a une variation qui n'est pas liée à la maladie et c'est ça que l'ordinateur a saisi, ou si c'est vraiment la pathologie. Or, si on avait des prédicteurs interprétables, on pourrait peut-être avoir un peu plus confiance dans leur capacité de classifier le risque. Donc voilà, il y a eu tous ces articles, là c'est en 2019 qu'il y avait eu cette revue, donc il faudrait peut-être que je regarde s'il n'y a pas une mise à jour, mais en imagerie structurelle simplement, en regardant la surface corticale, le volume, les volumes corticaux, sous-corticaux, il y a quelques mesures de diffusion, quelques mesures d'imagerie fonctionnelle. On essayait de classer, mais jamais super bien. On classait toujours avec une R sous la courbe entre 60 et 70%. Ça n'a jamais été répliqué. C'est même pas une faible réplication, c'est que ça n'a jamais été répliqué, c'est un vrai souci. Ceux qui mènent un peu la recherche dans le domaine sont les Allemands et les Anglais. Et ils sont allés les uns chez les autres pour répliquer leur modèle et ça n'a pas très bien fonctionné.
Moi, j'étais censé pendant ma thèse aller en Allemagne et à cause ou grâce au Covid, j'y suis pas allé, j'ai pas pu y aller, donc j'ai pas pu répliquer, donc j'ai pu publier en disant ça marche peut-être, mais on saura jamais si c'est vrai. Et à la fin, ce qu'on obtient, donc ça, on classifie pas super bien, mais ce qu'on obtient, c'est de belles images qu'on peut publier ensuite dans de grandes revues. Mais ces images-là, qu'est-ce qu'on en fait réellement? Est-ce que quand il y a plus de rouge ou plus de bleu, ça correspond vraiment à la réalité neuroanatomique de cette région? Est-ce que c'est vraiment ces régions-là qui ont permis de classifier? En réalité, je vous en parlerai juste après, ces régions-là, en particulier par exemple pour cet article-là, ce n'est pas celles-ci qui ont vraiment prédit. C'est plus une recombinaison de plein de régions différentes en simplifiant. Donc c'est une analyse en composantes principales et c'est des composantes principales qui ont permis de prédire la psychose. Mais du coup, ce genre de carte, c'est vendeur, mais ce n'est pas du tout la réalité. Donc il faut s'en méfier. Alors nous, ce qu'on a fait pendant ma thèse, c'était de combiner un prédicteur du statut clinique et de combiner un prédicteur de l'âge pour regarder si les régions qui arrivent à prédire le risque de psychose ont aussi un âge cérébral différent, donc une maturation différente. Donc, on a travaillé à partir des cohortes, en particulier uniquement de Sainte-Anne, pour lesquelles on avait des sujets à ultra haut risque initialement, chez qui on a enregistré l'imagerie structurelle. Et ces sujets-là, au bout d'un an, certains ont transité dans la psychose, les converteurs, certains n'ont pas transité, les non-transiteurs, les non-converteurs. Alors, première petite nuance, le fait de ne pas transiter ne veut pas dire qu'on guérit. Il y a des non-transiteurs qui restent tout le temps sous le seuil, qui ont des symptômes psychotiques atténués et qui ne fonctionnent pas bien du tout. Donc le fait de prédire la transition, finalement, on peut critiquer ça en disant ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est le retentissement fonctionnel. Il n'empêche que dans une démarche de compréhension physiopathologique, on se dit qu'un statut comme ça, un peu binaire, peut être malgré tout utile. Voilà. J'anticipe les questions peut-être. Et donc on a ces sujets, donc on a l'imagerie à l'inclusion, on sait ce qu'ils deviennent au bout d'un an et on regarde si à partir de l'inclusion on peut prédire ce qu'ils sont devenus au bout d'un an. Ce qu'on a fait, donc on a les sujets et d'une part en 1, donc à gauche, on fait un classificateur du risque de psychose que je vous décrirai ensuite. Ce classificateur, il est un peu particulier parce qu'avec l'équipe d'Édouard Duchesnay à Neurospin, cette équipe-là a développé un classificateur qui est un peu plus précis et qui est surtout interprétable. Et il est interprétable parce qu'il permet d'identifier les régions vraiment dans l'espace en 3 dimensions qui prédisent la psychose. Et ensuite, on a développé un prédicteur de l'âge cérébral adapté sur chacune des régions. Donc on peut regarder l'âge global du cerveau par rapport à l'âge réel. S'il y a une différence, on dira qu'il est plus jeune ou plus vieux. Et on peut regarder aussi l'âge par région en disant il y a un âge plus ou moins élevé sur chaque région. Alors, pour ce qui est de la prédiction, l'idée c'est que, comme je vous disais, on veut éviter qu'il y ait un surapprentissage. Pour éviter qu'il y ait un surapprentissage, on force l'algorithme à faire des erreurs pour qu'il puisse être plus flexible par rapport au bruit. Une manière de le forcer à faire des erreurs, c'est d'imposer ce qu'on appelle des pénalités. Une première pénalité, c'est de lui dire « je ne pense pas que toutes les régions du cerveau, tous ces centaines de milliers de petits voxels vont tous contribuer de manière égale à la prédiction. Je pense qu'il y en a qui ne servent à rien. Donc on va simplifier, on va juste en sélectionner quelques-uns. Et on fait une prédiction, on a ce genre de cartes qui ne sont pas interprétables. Ensuite, on peut se dire, à l'inverse, je pense pas que ce soit... je pense que toutes les régions ont un rôle particulier pour la psychose, mais qu'elles ont toutes un rôle qui est relativement minime. Donc on va forcer la solution de pondération de chacune de ces régions à être extrêmement faible. Donc ça donne un autre type de carte qui reste assez ininterprétable. Et enfin, on peut rajouter une troisième contrainte qui est de se dire, je prends une région ou un voxel du cerveau et je me dis que sa variation ne peut pas varier beaucoup plus que les voxels qui sont tout autour, puisqu'on a une résolution quand même qui est très précise. On ne pense pas qu'il y a des trous comme ça dans le cerveau qui expliquent la psychose. Donc ça permet de lisser un peu la solution et on obtient des cartes qui commencent à être un peu plus interprétables. Donc c'est avec ces modèles développés à Neurospin qu'on a fait une prédiction qui a permis d'identifier 5 régions, en particulier dans le cortex ventromédial préfrontal et dans le gyrus précentral gauche, dont la variation prédit la psychose.
dans le cortex ventromédial préfrontal, c'est une augmentation de volume qui est associée, qui en fait prédit le risque de psychose. Et dans le gyrus précentral gauche, donc du cortex moteur, c'est une diminution qui prédit. Mais alors la question, c'est, pour aller un peu plus loin, c'est que est-ce qu'une fois qu'on prédit quelque chose avec une région qui prédit, est-ce que ces régions-là sont vraiment pertinentes physiopathologiquement ? Ça peut sembler paradoxal, on se dit, bah si, il m'a permis de prédire, donc ça devrait être pertinent d'un point de vue physiopathologique. Sauf qu'en réalité, il se trouve que ce n'est pas nécessairement le cas, qu'un algorithme de machine learning va par exemple donner une importance très importante à une variable particulière, pas parce que cette variable joue un rôle pour prédire le statut clinique ou la maladie, mais parce qu'elle permet d'ajuster sur du bruit de la cohorte, du bruit dont on veut se débarrasser. Donc ce n'est pas nécessairement les variables pondérées le plus qui vont être les plus explicatives. Et donc une autre stratégie, c'est de faire les choses à l'envers et de regarder pour chaque région d'intérêt qu'on a identifiée si elles sont réellement associées à la transition en corrigeant sur l'âge et le sexe. Mais en réalité, j'ai corrigé sur beaucoup plus, on a corrigé sur la consommation de cannabis, de médicaments, de dépression aussi, parce qu'on voulait voir à quel point c'était spécifique de la psychose et pas spécifique juste de la dépression, qui est quand même vraiment surreprésentée dans cette cohorte. Et ce qui est assez intéressant, je suis désolé, il y a un problème de compatibilité là avec les diapos, mais c'est que le cortex ventromédial préfrontal, quand on regarde un modèle qui est explicatif comme ça, il est vraiment associé sa variation est associée à la transition, indépendamment de l'âge et du sexe et du cannabis et des psychotropes et de la dépression. Le gyrus précentral gauche l'est aussi, mais par exemple le précuneus, qui est une région qui permettait de classifier correctement, n'est pas du tout associée à la transition psychotique. Ce qui est assez intéressant, ça veut dire que cette région-là, elle ne permet pas du tout de classifier. Donc il faut avoir en tête que lorsqu'on a une carte comme ça, comme les cartes que je vous ai montrées avant, qui sont assez belles et qui prédisent, en réalité, méthodologiquement, elles résultent de pré-traitements et d'analyses complexes qui peuvent entraîner des biais énormes. Déjà, la pondération IRM, ce qu'on voit en IRM, ce n'est pas du tout la réalité, c'est des mesures indirectes de ce qui se passe dans les tissus. Les pré-traitements, en fonction de la manière dont on les fait, vont changer les résultats. La manière dont on choisit l'algorithme et on paramètre l'algorithme de machine learning, ça va changer les choses. Et puis, il y a cette pression qui est internalisée de manière très névrotique, qui est de raconter une histoire absolument à la fin. Donc, on se force aussi à trouver du sens. Donc, il faut garder en tête que ce que je vais vous montrer, c'est qu'une image, c'est pas du tout la réalité. Voilà. Alors, le résultat, avec toutes ces précautions bien mises en évidence, on trouve que les deux régions qui classifient, donc qui prédisent correctement la psychose et qui sont aussi associées à la psychose de manière indépendante de l'âge, du sexe, du cannabis et de ce que vous voulez, en fait, elles ont des niveaux de maturation cérébrale différentes. Sur la figure donc à gauche, vous voyez les régions qu'on regarde. Donc en haut, c'est le cortex ventromédial préfrontal. En bas, c'est le gyrus précentral gauche. Au milieu, ce que vous voyez, c'est un modèle normatif. Donc on regarde la distribution en violet, c'est la distribution de 2000 sujets sains, pour lesquels on a regardé dans ces régions-là la variation de volume. Et en rouge, c'est les transiteurs qui, au bout d'un an, les ultra-hauts-risques qui, au bout d'un an, ont transité. Et en saumon, c'est les ultra-hauts-risques qui, au bout d'un an, n'ont pas transité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cortex ventromédial préfrontal, à baseline, à l'inclusion, les ultra-hauts-risques qui vont transiter ont un cerveau prédit comme étant plus vieux que les sujets sains. Et surtout, les non-transiteurs, les ultra-hauts-risques qui ne transitent pas, ont un cerveau qui est prédit comme étant... pardon, je me suis complètement inversé. Donc, dans le cortex ventromédial, la région qui prédit la psychose, elle est plus jeune, elle est plus immature. Elle a un volume plus gros. Alors que les ultra-hauts-risques qui ne transitent pas ont une région qui a un volume plus petit et qui est plus mûre, en quelque sorte. Et c'est l'inverse dans le cortex, dans le gyrus précentral gauche, où là...
la région qui prédit la psychose est plus âgée, en quelque sorte. Donc il y a vraiment, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, et ce qu'on voit quand on regarde l'ensemble du cerveau, qui est une variation continue avec une diminution plus importante d'épaisseur corticale, ce qui est décrit quand on regarde on fait des études cas témoins. En fait, quand on regarde par région, il y a des niveaux de maturation différents qui prédisent la psychose. Voilà, je vous remercie. Alors, la diapo de remerciement est complètement... je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme ça, c'est du Windows et moi, je ne suis pas sur Windows. Mais voilà, je remercie mes directeurs de thèse, Marie-Odile Krebs et Édouard Duchesnay, Boris Chaumette pour le co-encadrement, et puis tous mes collègues du laboratoire de maintenant et d'avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anton pour cette présentation très didactique et ces très beaux résultats et le très beau panorama sur les études d'imagerie sur la transition.